Super. Ok, je vous propose de démarrer cette conférence aujourd'hui consacrée au modèle tube dans les maisons de repos et de soins. Tout d'abord, un tout grand merci d'être aussi nombreux à écouter cette conférence. Ça montre à quel point il y a un intérêt du secteur envers ce type de modèle innovant dans le secteur. Alors, au cours de cette conférence, vous aurez l'occasion de mieux comprendre ce qu'est le modèle tube, quels sont les liens avec la qualité de vie des résidents, mais aussi avec le travail des membres du personnel. Vous aurez l'occasion d'écouter le témoignage de 2 responsables de maisons de repos qui vous expliqueront comment ils ont développé ou développent toujours pour le moment le modèle tube dans leur établissement. Ils aborderont notamment avec vous les difficultés qu'ils ont rencontrées, mais aussi la manière qu'ils ont fait pour les surmonter. Et c'est important aussi, les facteurs de réussite du projet. Alors, on ne pourrait pas présenter cette conférence ce n'est pas dérangeant, en fait. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est dérangeant dans mon discours. Enfin, oui. On m'entend toujours? Oui. Oui. Alors, on ne pourrait pas présenter cette conférence sans aborder, évidemment, l'impact de la crise sanitaire. Vous le savez, la pandémie de coronavirus a touché de plein fouet les maisons de repos et maisons de repos et de soins. Les nombreux décès, le confinement forcé, l'interdiction des visites, la surcharge du travail des membres du personnel et le stress ont considérablement atteint la qualité de vie des résidents, mais aussi le travail des membres du personnel. Ajoutez à cela l'application des protocoles sanitaires qui visent à limiter la propagation du virus et qui ont eu pour effet de déplacer encore plus le curseur du côté du soin, de l'hygiène et de la sécurité, comme nous l'expliquait Stéphane Adam ce matin, parfois au détriment de l'attention portée à la santé mentale des résidents. Alors ces conséquences de la crise sanitaire, elles se situent tout à fait aux antipodes finalement de la philosophie du modèle Scandinave Tube, qui est un modèle d'organisation et de gestion dont le principe fondamental est que les résidents doivent autant que possible conserver un pouvoir de décision sur leur existence et l'endroit où ils vivent. Ce modèle place en fait au centre de ses préoccupations la qualité des relations interpersonnelles entre les résidents et les membres du personnel, ainsi que la participation des résidents, qui est vraiment très importante dans le modèle tube. Les résidents ne sont pas considérés comme des objets de soins, mais vraiment comme des individus à part entière, qui ont une histoire personnelle, qui ont des besoins, des envies et des talents uniques. Alors, la mise en place du modèle tube, elle se caractérise par 6 grands principes, 6 grands domaines d'action. Le premier, c'est d'encourager l'autonomie et l'estime de soi de chaque résident. Identifier les capacités préservées, voir un petit peu comment on peut valoriser les talents des résidents au niveau de l'organisation de la maison. Un deuxième principe, c'est d'impliquer systématiquement les résidents et le personnel dans les décisions qui concernent l'organisation de la vie quotidienne et de rester ouvert le plus possible aux questions, aux souhaits et aux besoins des résidents. Pouvoir aussi faire en sorte que les membres du personnel et les résidents partagent ensemble des expériences, des activités, que ce soit des activités de cuisine, d'entretien, de loisirs, que sais-je. De pouvoir aussi favoriser les liens le plus possible avec la famille et la communauté locale, soutenir le changement en créant une vision commune avec le personnel et avec les résidents grâce à une communication transparente et une communication ouverte. Et puis, un principe très important aussi, c'est d'essayer autant que possible de maximiser l'autonomie et la marge de décision du personnel grâce, vous le verrez dans les témoignages d'aujourd'hui, à une forme de coaching de la direction. Donc, dans le modèle tube, vous verrez que le directeur n'est pas vu comme le seul décideur de la maison, mais vraiment comme un coach qui va faire en sorte de favoriser le plus possible la parole des résidents et la parole des membres du personnel pour organiser les pratiques de la maison. Et vous verrez que les intervenants d'aujourd'hui nous montreront concrètement comment c'est possible en fait d'implémenter ces principes dans les pratiques quotidiennes de la maison. Alors une question que vous devez certainement vous poser,
c'est finalement comment ce modèle arrivé tout droit de Suède, en fait, est-il apparu en Wallonie. Alors TUB, c'est un modèle qui existe en fait depuis 2009 et qui a été appliqué dans une maison de repos située dans une petite commune rurale de l'ouest de la Suède. La terminologie TUB vient en fait du nom de la première maison de repos qui a développé ce modèle en Suède et qui s'appelle, excusez-moi pour ma prononciation, la maison de repos Tuberødhus. Alors en 2017, après des contacts répétés avec les promoteurs suédois de TUB, la Fondation Roi-Baudouin a lancé des projets pilotes afin de tester ce modèle en Belgique. C'est ainsi que 6 maisons de repos ont progressivement introduit le modèle en Belgique et 3 de ces maisons de repos sont situées sur le territoire wallon. Une de ces maisons de repos est représentée aujourd'hui par le centre Sainte-Barbe qui témoignera de son expérience. Et il y a aussi une deuxième maison de repos qui nous écoute et qui fait partie du public, qui est la résidence Regina. Alors en 2019, après 1 an et demi d'études et d'expérimentation, l'évaluation de ces projets a montré des résultats vraiment très encourageants. En fait, la maison de repos redevient en quelque sorte un lieu de vie et un lieu de travail agréable et motivant, où les compétences de chacun sont mises au service de tous et où le résident se sent acteur de sa vie, mais aussi de la vie de la maison. Et donc, c'est à la suite de cette évaluation positive de ce projet et grâce au soutien de la ministre Montréal qu'un nouvel appel à projet a été lancé en 2020 par la Fondation Roi-Baudouin afin de permettre à une trentaine de maisons de repos supplémentaires de développer le modèle TUB grâce à un coaching personnalisé. Alors même si le délai de démarrage de ces projets a été postposé, vous vous en doutez, en raison de la crise sanitaire, aujourd'hui, plus de 80% des établissements ont trouvé le rythme de croisière. Cependant, beaucoup d'établissements aussi rencontrent encore des difficultés inhérentes à la crise, notamment en raison d'un épuisement des équipes, mais aussi d'un changement de direction qui parfois n'a pas la même vision du projet de la maison par rapport à la direction précédente. Alors de manière générale, la crise a clairement montré, comme on l'a vu ce matin grâce à la présentation de Stéphane Adam et de Madame Boyels, que le modèle médicalisé qui domine actuellement le secteur a atteint ses limites et que le besoin est devenu vraiment urgent de faire évoluer les pratiques d'accompagnement vers des pratiques qui sont plus innovantes et où l'humain est remis au centre de toutes les décisions et des préoccupations de la maison. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel que les maisons de repos deviennent ou redeviennent de véritables lieux de vie où les aînés se sentent chez eux, à leur domicile, où leurs besoins et leurs attentes sont documentés et où les membres du personnel se sentent plus autonomes, plus responsables et plus satisfaits de leur travail. Le modèle TUB est d'ailleurs considéré par plusieurs études comme un modèle exemplaire de qualité, d'innovation sociale en matière de vieillissement actif et en bonne santé. Et donc c'est la raison pour laquelle la VIC, et plus précisément la direction des aînés, soutient et suit de près les projets TUB dans les établissements et contribue largement au rayonnement de ces pratiques dans l'ensemble du secteur. Et c'est aussi pourquoi nous avons choisi d'organiser cette conférence en invitant 2 orateurs qui sont tous 2 responsables, enfin un des 2 n'est plus vraiment responsable, il vous l'expliquera, il a changé de poste, mais qui sont venus avec vous partager leur quotidien, leurs pratiques et la façon dont ils ont développé le modèle TUB au sein de leurs établissements. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Madame Chantal Dehon, qui est directrice de la résidence du Bois du Manil, située à Wavre. Comme elle vous l'expliquera, Madame Dehon, la résidence a tout juste commencé de développer le modèle TUB puisqu'elle a été sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet 2020. Elle sera accompagnée par Madame Joëlle Van Cotter qui aura l'occasion de se présenter. Et alors Monsieur Antoine Thierry, qui est anciennement directeur du centre Sainte-Barbe, qui faisait d'ailleurs partie des 3 premières maisons de repos à développer le modèle TUB en Wallonie, et Monsieur Thierry qui est actuellement devenu directeur stratégie et développement au sein du groupe Axol, Accueil et Solidarité. Voilà, je vais donc maintenant laisser la parole tout d'abord à Monsieur Thierry et vous souhaiter une bonne conférence. Oui, normalement. Voilà. Vous avez un pointeur si vous voulez aussi. Normalement, il fonctionne. Voilà. Bonjour à tous. Donc mon nom est Antoine Thierry. Comme Madame Mellon l'a dit, j'ai en fait dirigé le centre Sainte-Barbe. Donc c'est une institution qui se trouve à Andenne pendant 4 ans.
Et ici, j'ai rejoint en fait le siège administratif de notre SBL. J'ai été remplacé sur site par Madame Anne Collinet qui est ici et qui vous expliquera après le suivi du projet. Donc moi, j'ai mis en place le projet en 2017. Donc ça ne coïncide pas vraiment avec la ligne du temps de Madame Mellon, mais en fait, la convention avec la Fondation Rabaudouin, on verra, a été signée en 2017. Et en mai 2017, on a réellement lancé le projet sur notre site. Voilà, ça c'est la maison de repos, juste en 2-3 dias. On est en bordure de Meuse, donc la Meuse qui passe ici en dessous. C'est un cadre assez verdoyant. La maison de repos est de plein pied, donc on n'a pas d'étage, toutes les chambres sont au rez-de-chaussée. Donc on a 93 lits, dont 77 lits MRS, donc c'est une structure assez lourde en termes de prise en charge. Mais donc la particularité de la maison, c'est qu'il n'y a pas d'étage, donc pas d'ascenseur. Au niveau organisationnel, c'est bien plus simple à mettre, à organiser les choses. Il n'y a pas de fil derrière l'ascenseur. Au niveau du déplacement des résidents, c'est bien plus facile. Et donc ça, c'est une particularité qui est vraiment confortable au niveau de la maison, mais que je n'associe pas au projet Tube. Il n'y a pas de lien entre ça et le développement du projet. Alors au niveau de l'historique, donc en 2016, on a été sélectionné par la Fondation Roi-Baudouin comme projet pilote. On avait rendu notre candidature. En février, on a signé la convention qui nous disait, ben voilà, vous êtes projet pilote pour le projet Tube, vous avez droit à un financement assez minime, mais surtout à la participation d'un coach externe pour la mise en place du projet. Et en mai 2017, on a fait la première séance d'information avec tous les membres du personnel. Donc on a 4 ans de recul sur le projet. Aujourd'hui, le projet est bien dans les mœurs de la maison. Même si on doit encore le décrire en termes de texte, quoi, hein, pour en faire le projet de vie qu'on va présenter sous forme pour la communication. Mais en tout cas, il est vraiment dans l'ADN de la maison. Alors, ce qu'on a fait avec les membres du personnel au départ, donc on a rassemblé tout le monde et on leur a expliqué les principes théoriques du projet avant de se lancer dans la pratique. Et donc on leur a expliqué qu'en fait le but du projet, c'est de trouver un sens à la vie du résident par sa participation à 2 niveaux, au niveau individuel et au niveau collectif. Donc le niveau individuel, c'est l'écoute des besoins du résident quotidien, l'heure à laquelle il se couche, l'heure à laquelle il se lève, l'heure à laquelle il souhaite qu'on fasse sa toilette, ce qu'il veut manger, etc., etc., les animations, etc. Donc c'est au niveau individuel l'importance d'écouter en tout cas les besoins du résident et si possible d'y répondre. Et alors, il y a un aspect plus collectif qui est la participation des résidents à la vie institutionnelle et aux décisions qui sont prises en termes de développement. Le coach qui nous accompagne a lancé cette discussion-là autour de ces 2 aspects sur base d'une question qui est en fait toute simple. Si je devais entrer en maison de repos, dans quelle maison je souhaiterais vivre, en se disant, et ça a évidemment été le cas, que la volonté, ce serait ou ça aurait été de pouvoir encore décider pour soi-même. Et donc, c'est l'axe qu'il a utilisé pour lancer la discussion avec les membres du personnel. Alors, j'ai repris ici les 2 objectifs principaux. Donc, c'est favoriser l'autonomie de choix et de décision du résident donc à son niveau individuel et maintenir le sentiment d'utilité dans le chef du résident en participant à la vie pratique de maison de repos. Donc ici, voilà, c'était peut-être pas nécessaire ce slide-ci, mais c'est de redire qu'il y a vraiment ces 2 aspects individuels et collectifs. Pour dire qu'au niveau individuel, la difficulté à laquelle on s'est heurté directement, c'était la crainte en fait des membres du personnel de se dire c'est pas possible, on va pas pouvoir répondre au niveau de l'organisation, qu'est-ce qu'on va faire, on va terminer notre pause en retard, ou si le résident doit être mis plus tard au lit, comment c'est la nuit qui va s'en occuper, c'est pas dans les pratiques, etc. Et donc on a la première chose qu'on a dû faire au départ, c'est bien insister sur le fait que c'est pas tout le temps, c'est dans la mesure du possible, quand il n'y a pas, en réfléchissant aux impacts organisationnels. Et donc c'est quand il y a moyen, quand on est en nombre, rentrons dans cette dynamique-là, d'écouter le résident, de répondre à ses besoins. Et en fait, cette crainte-là, ça a pris du temps pour la diminuer, mais aujourd'hui, on est dans une situation où les membres du personnel n'imagineraient plus ne pas répondre aux besoins du résident. Et donc, c'est vraiment une volonté maintenant de vouloir y répondre. Donc ça, on a vraiment insisté à ce niveau-là. On a dû insister parce qu'on a eu des difficultés
compréhension ou de crainte en tout cas. Et alors au niveau collectif, c'est là où le projet a pris un aspect concret. Et donc, en Suède, dans la maison de repos, ils fonctionnent sous forme de groupe de travail. Donc, nous, on s'est dit, ben voilà, on va aussi fonctionner sous forme de groupe de travail. C'est pas exceptionnel, il y a des groupes de travail partout. Mais on s'est posé la question de savoir comment on allait rentrer, enfin, est-ce qu'on allait créer un groupe de travail, sur quel thème, etc. etc. On a participé en 2016, je crois, à une enquête de satisfaction avec notre fédération, l'UNESA, qui avait montré en 2016 qu'on devait s'améliorer sur la question du repas et de l'accueil. Donc on avait créé déjà un groupe de travail en 2016, un groupe de travail repas, et ça a été notre porte d'entrée simplement dans le projet suédois, d'utiliser ce groupe de travail-là pour générer les discussions, etc. Le coaching nous a accompagnés pendant un an, oui, un an ou une bonne année, à raison d'une réunion par mois par groupe de travail. Donc voilà, ça représentait quand même 3 réunions par mois, mais le coach était disponible pendant un an. Il nous a accompagnés 3 fois par mois. Ouais. Alors, le problème qui s'est posé, c'est que donc, on a organisé les groupes de travail pendant une année sans les résidents, donc en réfléchissant au contour du projet, etc. Et puis est venu le moment d'intégrer les résidents dans les groupes de travail, pour prendre leur avis sur certaines choses. Et je vous montrerai après pour illustrer. Le premier groupe de travail qu'on a fait avec les résidents, c'était pour discuter de la question architecturale au niveau du restaurant. On a mis le sujet sur la table et on s'est heurté devant en fait un questionnement des résidents qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. Pourtant, on les avait rassemblés lors d'un conseil de résidents élargi. On leur avait expliqué le projet, on avait contacté les familles, on avait expliqué aux familles, aux membres du personnel, etc. Mais au groupe de travail, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, ce qu'on leur voulait, et il y a beaucoup de questions qui restaient sans réponse. Parce que l'important, c'est de bien expliquer le projet, mais effectivement, une difficulté à le faire comprendre. Leur dire que ce n'est pas un conseil des résidents, on ne discute pas du sel qu'il y a dans la soupe ou des vêtements qui ne reviennent pas du lavoir. On parle d'un projet en particulier. Et ici, en l'occurrence, c'était sur le projet architectural, mais je vous montrerai des photos par rapport au restaurant. Il y avait un peu un aspect grand-messe, des femmes en blanc, 6, 7, 8 personnes autour de la table, un coach, la direction et 4-5 résidents qui ne savaient pas ce qu'ils venaient faire là. Une peur de s'exprimer pour les autres, ça ils nous l'ont dit aussi, mais la question à ce moment-là, c'était de choisir les couleurs du restaurant. Tout simplement, ils ne voulaient pas choisir pour leurs compagnons de chambre ou leurs amis. Pourtant, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'idées qui émergeaient dans des moments beaucoup moins formels qu'une réunion. Et pour illustrer tout ça, voilà, on s'est assis avec les résidents autour de la table, on leur a montré ceci, on leur a dit on voudrait améliorer la qualité d'accueil du restaurant, etc. Donc on avait fait appel à un architecte qui nous a fait des plans. Et on leur a demandé simplement leur avis. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça bien qu'on scinde les espaces? Il y a des panneaux anti-bruit, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que les luminaires sont bien? Est-ce que les couleurs vous satisfont? Et on n'a eu aucune réaction. Ça a été vraiment une catastrophe. Une catastrophe. Moi, je me suis dit, mais voilà, c'est pas possible. On est dans 2 réalités différentes. Nous, on voit à long terme, avec un budget, avec des choses qui ne seront pas concrétisées tout de suite. Et eux, ils sont dans l'ici et maintenant, avec leur bol de soupe, leur sauce dans l'assiette, etc. Et donc, ça a vraiment été une catastrophe. Par contre, on a levé la séance, on s'est dit, bah voilà, tant pis, le projet suédois, ça ne marchera pas. On a levé la séance et on a servi un café à tout le monde. Des petits groupes se sont créés. Et il y a un résident qui vient près de moi qui me dit, tiens, monsieur Thierry, sur votre photo de tout à l'heure, il y avait du mauve, mais moi je trouve que le mauve, ça ne donne pas bien. Et une de mes collègues me dit, ah ben moi aussi, il y a un résident qui est venu me parler de la photo que vous aviez présentée tout à l'heure, etc. Et donc on s'est dit, lorsqu'on organise les choses de manière beaucoup moins formelle, autour d'une activité, lors des soins, autour d'un café ou quoi que ce soit, on arrive à alléger un petit peu la discussion de ces projets qui sont assez lourds en fait pour les résidents.
Et donc, on a décidé de fonctionner. Ça a été le seul groupe de travail avec lequel on a fonctionné avec les résidents. On a décidé de fonctionner en deux parties, garder les groupes de travail généraux, donc le groupe de travail repas, un groupe de travail accueil qui s'est créé après et un groupe de travail cadre de vie, embellissement des lieux de vie. On s'est limité à ces trois groupes. Il y en a pas, on pensait créer un autre groupe de travail au niveau de la question des soins, au niveau de la question des animations, mais ça fait déjà pas mal de boulot de gérer trois groupes et voilà, d'avoir des mesures qui sont prises au niveau de ces trois groupes-là. Donc on garde les groupes généraux sans les résidents et avec des idées qui sont émises par les membres du personnel, parce que c'est un projet qui s'applique autant effectivement aux résidents qu'aux membres du personnel, et des réunions informelles avec les résidents pour aller prendre leur avis sur certaines choses lors d'une activité ou au jour le jour, dans les couloirs, etc. Et un échange constant entre ces deux types d'organisation. Moi, je ne participais plus au groupe de travail. J'ai participé avec le coach et puis je les ai laissés complètement autonomes. Parce que la discussion se fait de toute façon. Il faut évidemment une bonne communication pour le projet. J'ai mis un certain nombre de mesures qui ont été prises par les groupes de travail. Alors, je suis toujours un peu mal à l'aise d'en parler parce que ce n'est pas exceptionnel, les mesures qu'on a prises. Tout le monde le fait, tout le monde fait des apéros, tout le monde fait une charte pour les repas, tout le monde construit des choses, etc. Mais par contre, ce n'est pas cet aspect-là qui est exceptionnel dans le projet, c'est tout l'amont, en fait, pour la construction de tout ça. C'est le fait qu'en fait, ce projet-là permette de clarifier le projet de vie d'une maison et d'avoir un sentiment d'appartenance à quelque chose de clair, en fait, et pas d'un texte qui reste lettre morte, qu'on a bien lu un jour, et oui, le projet de vie, c'est autonomie du résident, mais ça veut dire quoi? Mais là, c'est vraiment très clair, une autonomisation des résidents, une écoute des besoins des résidents dans leur vie quotidienne et la participation dans des groupes de travail. Voilà. Pour dire qu'effectivement, ce projet-là donne vraiment un ADN à la maison. Ça permet vraiment de donner un ADN et de clarifier tout ce qui est projet de vie et philosophie en fait, de structure. Et donc, pour illustrer, voilà, on a créé des apéros tous les vendredis. On devait s'améliorer au niveau de l'accueil. On a créé un panier d'accueil, on a créé une terrasse aussi avec le concours des résidents, un bar dans le hall d'accueil, une charte repas parce qu'on s'était filmé sur le temps de midi et quand les équipes se sont vues à la caméra, elles ont identifié des moments où elles n'étaient pas pertinentes. En tout cas, elles donnaient à manger aux résidents sans le regarder, en parlant avec la collègue. Elles se sont elles-mêmes dit il faut absolument qu'on améliore ça. La réfection des peintures au restaurant, des nouvelles tentures, déco des services, petit déjeuner de famille, etc. Donc des choses que tout le monde fait, mais par contre, c'est hyper rapide, mais ça on verra tout à l'heure dans la conclusion, c'est très très rapide en termes de mise en place, parce que les idées fusent constamment de la part des équipes et des résidents. Donc ce n'est pas des mesures exceptionnelles, mais par contre c'est tout l'amont, c'est vraiment la rapidité et l'implication des membres du personnel et des résidents. Mais c'est vraiment un projet qui s'adresse aussi évidemment aux membres du personnel. Au niveau des résistances des freins, il y a un changement d'habitude dans les pratiques. Donc on est tombé sur trois types de réactions. Au tout début, une grande partie des membres du personnel qui jugeaient le projet vraiment en mettant des bâtons dans les roues, en disant non, on ne veut pas s'impliquer, on va devenir les boys des résidents, on va devoir obéir à tout ce qu'ils vont nous dire, etc. Une autre partie des membres du personnel qui ne se sont pas impliqués dans le projet, mais qui ne l'ont pas jugé. On verra bien ce que ça donne après. Et par contre, il y a des forces vives qui se sont impliquées vraiment de manière très très importante dans les groupes de travail. Et ça prend énormément d'énergie parce que ça prend du temps effectivement à changer ces mentalités. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, les personnes passaient d'un groupe à l'autre. Donc ceux qui jugeaient au départ en disant ah bah, c'est des conneries ton truc, de la décoration des services, c'est des trucs de maternelle, et puis de toute façon c'est de l'esbrouf, ce projet-là, etc. Finalement, sont rentrés dans l'autre groupe en disant ah, ben, ça prend quand même de l'ampleur, les résidents nous disent qu'ils sont contents parce qu'ils ont choisi les peintures, etc. etc. Et donc, ils se sont mis à ne plus juger, peut-être à ne pas s'impliquer, mais sans problème, mais en tout cas à ne plus juger. Et d'autres qui sont investis dans les groupes de travail. Et alors, une autre résistance, c'est la légitimité de ces groupes de travail, ça va un peu de pair avec ça, et des décisions.
au début, les groupes de travail ne sont pas légitimes. On leur dit, mais vous prenez des décisions avec les résidents, etc. Et puis ça change nos habitudes. Nous, ça a un impact négatif sur nous parce que ça change toutes nos habitudes. Oui. Et donc, et ça, il faut rendre. Enfin, il y a un gros travail de légitimité, légitimation, je ne sais pas si ça se dit, des groupes de travail. Donc ça prend du temps et de l'énergie. Au niveau des leviers, l'accompagnement par un coach externe, c'est vraiment, moi je trouve, une nécessité parce que la direction n'est pas la plus légitime pour vendre ce projet-là aux équipes. Parce que enfin, voilà, au niveau de la construction mentale aussi, toute la structure du projet. Partir de l'existence a été utile pour nous aussi. S'il y a déjà des groupes de travail, c'est bien de partir de ce qui existe déjà. Une mesure rapide de départ, tout à l'heure les apéros, c'est la première mesure qu'on a prise très rapidement quand on a créé les groupes de travail. Et en fait, ça a donné une visibilité, vraiment une identité au projet. Ça a vraiment, les apéros, c'est le projet suédois, c'est le projet Tube. Donc ça a permis en tout cas de donner de l'ampleur au projet. Donc ça a été vraiment salvateur aussi pour la légitimité du projet. Des personnes ressources en interne, évidemment. Il n'y en a pas beaucoup au départ, mais c'est elles qui vont aller vendre le projet auprès des collègues. Et c'est des personnes à soutenir, et alors soutenir et légitimer les groupes de travail. Pour la direction, moi j'avais noté 4 points qui sont vraiment importants, je trouve, en termes de positionnement. C'est la confiance dans les équipes, se dire, ben voilà, elles travaillent dans la maison depuis peut-être parfois 20 ans, 25 ans, elles connaissent mieux que moi les habitudes. Un lâcher-prise aussi, ça va de pair avec la confiance, une humilité, une autonomisation des groupes de travail. Donc ne pas laisser les groupes de travail fonctionner, ça fonctionnera de toute façon, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, c'est la direction qui a les clés de l'argent. Donc si quelque chose ne fonctionne pas, non, je rigole. Le budget, c'est juste un détail dans ce projet-là. Ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte du temps, de l'énergie au départ, mais ça ne coûte pas grand-chose quand on lisse les investissements, voilà, sur une période un peu plus longue, mais ça ne coûte pas grand-chose. Enseignement après 4 ans de fonctionnement, rapidité de prise de mesures, après 4 ans, on a vraiment pris beaucoup de mesures. L'implication des membres du personnel dans les groupes de travail, toutes les idées qui sont émises, ça part dans tous les sens, et quand les équipes, quand le résident revient près des équipes en disant ben, c'est quand même génial, on a choisi ceci, cela, mais ça donne envie d'aller juste encore plus loin, quoi, de se dire allez, ouais, c'est génial, en fait, c'est vrai, il y a vraiment un intérêt de leur part, donc allons-y, trouvons d'autres idées. Et alors une dynamique positive dans la maison, une émulation à l'extérieur, voilà, en termes de communication c'est pas mal, la presse qui vient, etc. Et ça renforce encore le sentiment d'appartenance à une structure. Un impact positif sur les résidents, évidemment, et le bien-être au travail, ça c'est vraiment indéniable. C'est vraiment indéniable. Donc c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans l'ADN de la maison. C'est plus un projet, et c'est hyper facile après pour la direction de définir le projet de vie. C'est les équipes finalement qui définissent le projet de vie de la maison. Le projet de vie ne n'appartient plus au coach, n'appartient plus à la fondation. Il appartient aux équipes, quoi. Les équipes s'en sont fait leur projet. Seulement voilà. Après, il y a eu le Covid. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un lien à faire entre le Covid et ce projet-là, parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité. Oui, pendant le Covid, on a été fort touchés, comme tout le monde, mais il y en a eu partout de la solidarité. Donc, ce serait facile de dire qu'on a plus facile que d'autres maisons. Non, je ne pense pas. Mais par contre, ça redémarre rapidement. Les équipes sont fatiguées. Voilà, on a eu un petit moment à vide. Les groupes de travail se sont arrêtés pendant le Covid. Mais ça redémarre très rapidement. Une fois qu'on est en période hors Covid, entre guillemets, eh bien, on a envie de recommencer à faire plaisir aux résidents, de retrouver d'autres choses à faire, etc. Et donc, ceci, c'est évidemment... Moi, j'ai quitté la maison de repos en avril. Madame Collinet est arrivée à ce moment-là. On était encore en plein Covid à ce moment-là, mais ici, maintenant, les groupes de travail reprennent. Je laisse Madame Collinet peut-être en dire 2-3 mots sur la reprise de ces groupes de travail. Merci, bonjour à tous. Alors, au jour d'aujourd'hui, on retrouve une vie plus ou moins normale. Et donc, le travail, c'était de pouvoir
redonner de la vie, remettre le pied à l'étrier au projet qui était déjà bien là, qui était bien ancré dans la maison. Et donc, il fallait un peu réactiver un peu tout cet esprit d'équipe. Alors, ce qui est important dans le projet de Tube, c'est qu'on dit toujours le projet individualisé ou le projet de l'institution, c'est souvent un peu côté soignant. Mais ici, on sent vraiment l'implication de toute une équipe de maison de repos. Donc, c'est aussi l'équipe de soins, l'équipe entretien, l'équipe technique, c'est les paramédicaux, c'est l'administratif. Et toutes ces personnes, individuellement, vont s'intégrer dans un groupe de travail en fonction de de ce qu'ils ont envie de faire, aussi des affinités à certains pôles. Et il y a vraiment une dynamique qui s'installe. Donc ici, au jour d'aujourd'hui, on a remis le pied dans l'étrier, on a réactivé les groupes de travail. Ce qu'on ne doit pas oublier aussi en tant que directeur, c'est que vous avez aussi du mouvement dans la maison de repos, donc vous avez des nouveaux agents qui sont là. Donc ces agents aussi, il faut leur donner les moyens de pouvoir aussi maîtriser le projet et de pouvoir les soutenir, de pouvoir leur permettre d'appréhender un nouveau modèle. Et donc là maintenant, au jour d'aujourd'hui, on en est où? On est dans un projet où on est en train de remettre des couleurs au niveau de notre hall d'accueil. Donc là, on a un groupe de travail qui rencontre les peintres avec les différents membres de l'équipe. On a un projet potager qui se fait en collaboration avec les habitants de notre village. Et donc, c'est repermettre à ces réunions de pouvoir revivre. Voilà, on a aussi un projet poulailler. Donc, c'est l'implication de l'équipe technique, c'est les résidents qui réfléchissent où on va mettre le poulailler. Voilà, en fait, aussi, je pense que le rôle d'un directeur, personnellement, donc pour moi, c'est nouveau. Le modèle Tube, je l'ai aussi appris comme nouvelle directrice. Je me suis aussi informée et les équipes m'ont aussi donné envie de m'informer et de les suivre dans ce projet. Et donc, c'est d'être là, c'est d'être soutenant, c'est d'être à l'écoute, c'est d'un peu les aiguiller, c'est d'amener tout le processus de formation pour les nouveaux agents et de pouvoir un peu mettre ça en route. Et finalement, au bout du compte, on se rend compte que c'est vraiment une philosophie de maison avec des résidents et avec une équipe. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, je vous propose de laisser la parole à Madame Dehon. Pour tout ce qui est questions-réponses, on gardera un petit temps à la fin de la conférence, quelques minutes, donc gardez-les bien au chaud pour tout à l'heure. Bonjour. Donc, avant de nous présenter, on va donner un petit peu, nous, notre vision du projet, se présenter la résidence et notre parcours depuis 1 an. Ça sera un prisme un peu différent puisqu'on est dedans depuis pas très, très longtemps. Je vais plutôt utiliser le pointeur, d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, pour nous, c'est vrai que ce projet Tube, c'est quoi? C'est une vraie philosophie d'institution. On l'a déjà dit, ça favorise l'implication des résidents, mais aussi de leurs proches. Et ce qui est très, très important à mes yeux, c'est l'implication des collaborateurs. Dans une institution, sans les collaborateurs, on ne peut pas vraiment ouvrir la parole et l'action des résidents. C'est quoi cette implication de résidents? C'est pourquoi surtout? C'est pour que ces gens se sentent chez eux, se sentent eux-mêmes chez eux. Ça, c'est vraiment l'objectif global. Mais pour y arriver, on pense vraiment que les collaborateurs doivent sentir que leur lieu de travail est un lieu où ils peuvent apporter leur expérience, apporter ce qu'ils vivent sur le terrain, ce qui fonctionne pas, ce qui bloque, leurs idées de solutions. Dès qu'on est un peu dans la hiérarchie, on s'éloigne des bloquants du terrain parfois, et donc leur vision à eux est pour nous vraiment importante pour arriver à ce que d'eux-mêmes, comme on l'a vu dans l'exposé précédent, ce soit le personnel qui aille vraiment solliciter la parole et les idées des résidents. Alors, Tube, c'est un concept, il y en a d'autres. Et ce qui est surtout important, c'est d'aller au rythme de chacun, au rythme de l'institution, d'avancer là où on est prêt et selon notre maturité. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans notre présentation, vraiment, je voudrais remercier Madame Melon et la VIC de nous permettre comme ça de pouvoir exposer notre début de projet. Et vraiment, la région Wallonne et la Fondation Roi-Baudouin, parce que je pense que ça donne une insufflation dans les maisons de repos, quelle que soit la région, vers un nouveau modèle, je pense, de vie en maison de repos. Alors, un petit historique rapide et une présentation. Donc, je suis infirmière de formation. Je suis surtout une convaincue du bien-être et de l'implication des personnes âgées dans nos sociétés, de leur rôle, de leur liberté de choix. Et j'aime beaucoup travailler avec les équipes, l'implication
de notre personnel. Et donc ce projet est en alignement complet avec ma vision. Il y en a d'autres, comme on disait, Montessori, Patient Partenaire qui vient du Canada, le Culture Change qui est aussi dans des réflexions de comment changer nos modes de fonctionnement. Bonjour, moi c'est Joëlle Van Cotter, je suis coordinatrice de soins adjointe depuis juillet 2019. J'ai 20 ans d'ancienneté comme infirmière en chef et je viens de terminer ma formation de directeur de maison de repos. Et donc oui, mes valeurs pour les résidents et pour le personnel sont très importantes. Et avec Madame Dehon, je suis la co-coordinatrice du projet TUB dans la maison de repos. Alors, un petit point sur la résidence. Donc, c'est une résidence qui a ouvert ses portes en janvier 2019. Elle est située dans le Brabant wallon, dans un cadre verdoyant. Et nous sommes une résidence qui est sur 4 étages. Il y a 2 étages qui sont dits unités familiales, donc 4 fois des unités de 15 lits. Et 2 autres étages qui sont les unités résidentielles, 2 fois 30 lits. Alors, en janvier 2019, en fait, on a fait un déménagement qui a évidemment incité beaucoup de charges au niveau du personnel, aussi bien avant, pendant qu'après le déménagement. Donc, il y avait une réorganisation au niveau du staff. Mais aussi, c'était un bâtiment évidemment qui était beaucoup plus grand et donc qui demandait beaucoup plus d'organisation pour le personnel, mais aussi de fatigue pour le personnel. Alors voilà, Joël, comme moi, on est arrivé mi-2019, fin 2019, dans toute cette ambiance quand même de fatigue et de réorganisation. Comme nouvelle directrice, on vient forcément avec quelques pratiques. J'ai essayé de rencontrer chaque équipe, de vraiment les faire sortir leurs forces, ce qui fonctionnait bien, ce qui était difficile, ce qu'ils voulaient améliorer. Donc déjà pour essayer de prendre la parole du terrain, on a relancé des réunions de staff. Le médecin coordinateur et moi-même, ce qui était assez nouveau, étions vraiment présents à tous les conseils de résidents pour vraiment stimuler aussi et solliciter la parole. Il y a eu des petits débriefings de staff pour essayer vraiment que l'infirmier-chef qui avait fait le week-end soit la personne qui nous raconte à nos directions ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas après le week-end. Donc, c'était vraiment essayer d'aller déjà à la rencontre en fait, des gens de terrain et des résidents. Et puis, avec les responsables de département, Joël pour les soins, un autre responsable pour l'hébergement, on a initié, c'était avant le Covid, vraiment des topos hebdomadaires d'équipes. Pour certaines équipes, c'était mensuel, mais vraiment pour qu'ils puissent avoir un lieu où ils parlaient de leur organisation de service. Donc tout ça pour vous expliquer qu'avant TUB, il y avait cette volonté de faire participer les gens de terrain à leur réflexion de service. Et on a réinstauré des réunions interdisciplinaires qui s'étaient un peu perdues après le déménagement pour là vraiment parler des résidents. Donc jusque-là, du classique. À ce moment-là, on est donc en janvier 2020, février 2020. Moi, je perçois vraiment des valeurs très, très humaines dans cette institution et donc ils sont proches de TUB. On fait du TUB sans le savoir. On essaye vraiment de mettre le résident au cœur de nos actions, mais avec vraiment une bousculade. Alors, on aborde pour la première fois, enfin, moi, j'aborde cette candidature TUB puisque j'étais assez convaincue du projet. Et je mets en rouge au fur et à mesure de la présentation les premiers bloquants. Premier gros bloquant, honnêtement, hiérarchique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On n'est pas comme des maisons en Suède, les résidents décideront tout. Quel intérêt de faire ce projet? On fait déjà plein de choses dans ce sens-là, ça va nous apporter quoi? Donc voilà, je me dis, bon, on verra, on va y aller en douceur. Et puis Covid arrive, donc on met clairement ça de côté. Mars, juin, comme tout le monde, on nage. Mais on ressent énormément de solidarité, comme on l'a dit avant. Enfin, vraiment, c'était impressionnant, cet élan du personnel pour le bien des résidents a été vraiment magnifique. Et donc, en juin, on fait un débriefing un peu de ce qui se passe. Et là, j'avais déjà aussi un peu plus pris ma place. Je dis, TUB, on ira. Mais on va discuter ensemble de comment on va y arriver. Et donc, on a vraiment eu un échange au niveau staff hiérarchique. Donc, on n'est pas encore sur le terrain très, très fort à ce moment-là.
qu'est-ce qui est acceptable pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je pense que pour une direction et pour une hiérarchie, c'est vraiment important d'y aller étape par étape. Et donc, on a très clairement, avec une équipe d'une dizaine de responsables, défini tout ce qui est vie quotidienne, activités, décoration, repas. OK, on va aller chercher la parole des résidents quand on peut. Mais par contre, dans Tube, on parle aussi de la gestion, du recrutement, des finances, du budget, de l'administration. Et là, on avait dit, voilà, c'était non, on ne se voyait pas inviter les résidents dans ces réflexions-là. Et puis, du coup, on a dû attendre novembre. Donc, ça fait moins d'un an, en fait, qu'on a eu la première rencontre avec notre coach et où le coaching a commencé. Alors, Gauthier Francis de Vital Project, comme ça, quand même, on parle de lui, qui est quelqu'un de terriblement participatif, de gouvernance partagée. Et la première rencontre était très, très libre. On s'est dit, oula, il va falloir peut-être nous aiguiller un petit peu plus. Donc, ça, il l'a bien entendu. Donc, novembre, il y a moins d'un an, à nouveau, première étape, le staff hiérarchique, donc direction et 4 responsables. C'est quoi nos limites? Où veut-on aller, où ne veut pas? Et on pensait déjà aborder comment va-t-on vers les équipes, vers le personnel pour parler de Tube, etc. Et vraiment aller les chercher et les inviter à y participer. Deuxième bloquant, une culture d'entreprise quand même assez hiérarchisée, où anciennement, vraiment, la direction et les responsables décidaient et où on allait travailler avec une belle philosophie humaine, mais c'était assez top-down, comme on dit. Du coup, en janvier 2021, Joël et moi, après discussion, et on en parle au coach, nous disons il y a un autre chemin à prendre pour démarrer. Et on lance un parcours de leadership participatif en février 2021 et qui s'adresse d'abord au staff hiérarchique. Parce qu'il y a une vraie évolution à faire. Donc, d'un système traditionnel où la direction dit au personnel et décide quelque part ce qui va se faire pour les résidents, vers un modèle où, en fait, selon le vrai besoin du résident et son envie de lieu de vie, avec les avis des familles, vont inviter le personnel à agir dans ce sens au maximum, soutenu par une direction. Et donc, la pyramide inversée, c'est vraiment la direction, le personnel qui va être au service des souhaits des résidents. Et chez nous, c'était vraiment la première marche à gravir. Donc, on est encore un peu occupé avec ça, à transformer un système qu'on dit bottom-up, où les idées du terrain vont être soutenues par la hiérarchie plutôt que dans l'autre sens. Alors, nous avons eu nos premières formations, moi et ma collègue, en tant que leadership participatif, donc via le site de Gauthier Franceus. Et puis, nous avons aussi organisé des coachs et des réunions mensuelles avec les responsables et les chefs d'équipe. On était plus ou moins 10 personnes. Nous avons aussi distribué le questionnaire au personnel et aux responsables sur le leadership et sur la raison d'être de l'institution. C'était un questionnaire qui est donné par le Fonds Roi-Baudouin. Et donc, dans ce questionnaire, on a vu une grosse différence sur le ressenti de l'application entre les collaborateurs du terrain et ou le staff hiérarchique. Alors, en février 2021, on a vraiment commencé notre leadership participatif. Et donc, qu'est-ce que le leadership participatif? Donc, il consiste en fait à impliquer et à faire participer les collaborateurs et les résidents dans les décisions de l'entreprise ou de leur vie. Alors, les caractéristiques, c'est une construction d'une communauté, c'est évoluer et une évolution des personnes dans ce groupe, une intendance des besoins, une aide, une empathie, des prévisions, la conceptualisation, les persuasions, mais aussi la conscience et l'écoute, qui est très importante. Alors, avec ces besoins, nous avons aussi les 3 besoins fondamentaux de l'application et de la motivation, c'est-à-dire qu'il faut connaître les compétences de chaque intervenant, une connexion sociale aussi vis-à-vis du groupe et aussi une certaine autonomie. Alors, tous ces besoins, évidemment, ce sont des nutriments essentiels à la croissance psychologique, à l'intégrité et au bien-être de la personne. Alors, dans l'organisation des groupes de travail sur les différentes caractéristiques, on a pu discerner 9 items
qui sont ressortis dans les groupes de 10. Donc, il y avait orienté sur la santé et le bien-être du résident et du personnel, agir avec équité et cohérence, communication transparente. Il faut être aussi inspirant et partager ses compétences, avoir une ouverture d'esprit et considérer chacun, avoir une ambiance évidemment familiale, rire, avoir de la créativité et pouvoir faire un développement de l'autre, une organisation et anticiper et avoir évidemment le suivi. Alors, les réalisations à ce jour ont été faites sur 5 réunions, une réunion par mois, sur les caractéristiques du leader au Bois du Manil, sur les moyens et outils pour améliorer la communication, sur l'auto-évaluation pour chacun de ses compétences en tant que leader, sur des groupes d'action, événements festifs pour le personnel, que ce soit les pensions, les mariages, développement de l'entretien d'évaluation avec le personnel qui sont déjà en cours. Vous allez nous dire, c'est encore loin des résidents, c'est encore loin du terrain. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que je ressens. Et à la fois, je pense que c'est un passage obligé, que d'avoir un staff hiérarchique qui est ouvert vers ces compétences-là et ces caractéristiques pour avancer. Néanmoins, en parallèle, pas encore vraiment avec ce projet Tube, mais en parallèle et déjà avant l'initiation du projet, il y a plein de choses qui se font en invitant les résidents à participer. Donc, je voulais quand même montrer des choses qui se sont développées dès janvier 2020 lors des conseils des résidents. Il y a eu plus de questions et plus d'interactions sur c'est quoi pour vous la qualité de vie en maison de repos. Si vous connaissez les enquêtes de la PAX, le 9 juin 2020, on sortait de la première vague et on a vraiment demandé à tout le personnel présent d'aller vers les résidents et de leur demander simplement qu'est-ce qui est important pour vous. C'est tout simple. Et pour moi, c'est la philosophie Tube aussi, ça. C'est de vraiment aller à l'écoute de ce que le résident veut dire. Qu'est-ce qui est ressorti? Forcément, le contact avec la famille qui manquait, mais aussi les contacts entre résidents et donc réouvrir entre les étages. Et cette importance de la sympathie du personnel qui est souvent vraiment très haut placé dans les besoins. Il y a eu, fin octobre l'année passée, recontrainte sur les visites, refermeture des visites en chambre, etc. Moi, j'ai vraiment voulu redemander aux résidents et aux familles comment ils vivaient ça, qu'est-ce qu'ils pensaient du port de masque pour les résidents, vraiment pour à nouveau solliciter leur avis et pas que les choses tombent comme ça, même si on n'avait pas beaucoup de marge. On a développé, ça n'existait pas avant, des moyens de communiquer plus avec les résidents. C'est parfois très difficile dans nos communications que ça atteigne tous les résidents. Donc des tableaux d'affichage, des newsletters, une chaîne télé qui existait, mais donc sur lequel tournent des infos clés pour les résidents, un site de partage de photos pour que ceux qui puissent se connecter puissent voir des photos des activités. Alors en juin 2021, on a renouvelé cette enquête soutenue par la PAX. On a également fait des focus groupes de résidents avec l'aide de Respect Senior. Et au Conseil des résidents de juin et de septembre, on a reposé certaines questions. Il y a un article qui a été écrit par les résidents sur qu'est-ce qui est important pour vous, mais pour vous sentir ici, chez vous. Donc, c'est vraiment essayer de repartir de ce qui compte pour eux pour soutenir après des projets qui se développent sans croire que ça va être bien et bien pour eux. Non, c'est vraiment en fonction de ce qu'eux ont répondu. Donc, il y avait eu vraiment un vrai besoin de petits articles de confiserie, de papeterie, ça on n'y est pas encore, mais vraiment d'une petite boutique qui puisse être à leur disposition. Donc, on a ici une photo. Ils ont fait énormément de demandes par rapport à tout ce qui est chant. Et donc, avant le Covid, on a une crèche au rez-de-chaussée où les enfants venaient chanter avec les résidents et ça créait vraiment une dynamique intergénérationnelle, mais aussi autour de la musique ou de la lecture. On a fait venir pas mal de concerts, encore récemment cet été des jeunes, et ils ont le souhait de lancer une chorale. Donc certains ont exprimé qu'ils aimaient chanter, qu'ils voulaient chanter. Donc il nous reste là, voilà, on a avec 2 paramédicaux le projet de créer une chorale en interne. On est une maison moderne et donc récente, encore un petit peu froide. Ça ne pouvait pas être notre priorité en 2020, mais donc là, on veut améliorer la décoration plus chaleureuse, mais surtout avec les résidents. Donc c'est exclu de le faire au départ uniquement du personnel. Et donc il y a déjà un petit groupe. Alors en effet, les groupes de travail, c'est difficile. Donc il faut les prendre sur le terrain et dire, tiens, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc ils ont eu à un moment l'occasion de créer des panneaux photos. Mais l'idée est vraiment d'aller plus loin autour de
mettre des plantes récemment qui plantent eux-mêmes et qui vont essayer d'arroser un peu avec l'aide du personnel. Une des demandes, c'est évidemment plus de personnel, des douches et des bains plus réguliers. On sort du Covid, on sort avec une fatigue du personnel, donc je comprends aussi que cette demande soit là. Ils ont évoqué vraiment le besoin de repas festifs, et donc c'est vraiment essayer de leur répondre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes âgées, donc on fait un moule frite, une bière spéciale, et on essaye de répondre à ces besoins-là. Et parce qu'on n'est pas encore dans cette étape où c'est vraiment eux qui viennent et qui discutent et qui décident, si ce n'est que pour les menus, par exemple, toutes les idées qu'ils amènent sont discutées avec la diététicienne, le chef cuisine, et donc il y a vraiment, c'est des petites choses, mais des choses de menus qui sont vraiment en train de changer pour le menu 2022, pour essayer qu'ils se rendent compte que leur avis, ils ont intérêt à le dire, et c'est vraiment important qu'ils l'échangent puisqu'on en tient compte. Dernière chose, ils ont un plaisir. On a déjà quelques animaux, chats, médiation animale. Une kiné est venue une journée où son chien était là. Et donc là, ils ont vraiment travaillé à la relance d'un aquarium et du choix, etc., des poissons, de comment ils voulaient le faire et de l'entretien. On a reçu une volière. Ils vont aussi participer à toute cette relance de volière. Donc, c'est vraiment un état d'esprit qui est en train de se développer. Alors, la conclusion en moins d'1 an. Mais évidemment, il y a des bloquants au niveau posture managériale, de culture. Ça vient pas à pas avec les formations de leadership. La crise du Covid, elle a évidemment restreint nos libertés et l'autodétermination. La charge physique et psychosociale du personnel peut ralentir évidemment le processus, mais il y a une implication utile pour se relancer. Donc, actuellement, on fait des rendez-vous individuels du personnel pour qu'ils puissent nous exposer leurs demandes et leurs attentes. Priorité aussi mise sur le taux d'admission début 2020, parce qu'avec le Covid, évidemment, ça a bien chuté. Le troisième bloquant actuel, c'est la pénurie critique de personnel en Brabant wallon. Donc, s'il y a du personnel intéressé, vous pouvez postuler. Donc voilà, nous recrutons à Wavre. Sur le terrain avec les résidents, il y a une révision des feuilles d'AVJ avec les habitudes de vie des résidents, les trucs et astuces pour les accompagner au mieux. Grâce au bilan d'entrée, il y a des petits projets de vie individualisés aussi qui sont réalisés. Avec l'équipe paramédicale et soignante, il y a des projets de vie sur des résidents, des carnets photos. On essaie de relater un peu toute leur vie grâce à des photos et de ainsi mieux les connaître. Au quotidien, nous avons à cœur de respecter le rythme de chacun, de la vie des résidents, les levées, les heures de repas, les repas en pyjama, par exemple le matin, les douches le soir, les repas en famille le week-end. Et alors, il y a des petits groupes de résidents qui ont été créés pour la décoration avec des collaborateurs. Alors, au niveau hiérarchique, avec le leadership participatif, évidemment, il y a un sentiment d'appartenir à une équipe, de partager une même vision. Les sessions avec le coach permettent un temps d'arrêt et de réflexion en dehors du quotidien sur le terrain. Petit à petit, il y a un langage commun qui se crée autour du participatif. Et alors, il y a des actions vers plus de participatif qui se mettent en place. Alors, la prochaine étape, par le maintien, par les entretiens d'évolution avec le personnel qui sont déjà en cours, de laisser s'exprimer la créativité et l'application de chacun dans son travail et auprès des résidents. Et ce, pour solliciter davantage les résidents dans leur lieu de vie, de les impliquer également dans les choix de la résidence. Pour nous, aujourd'hui, c'est Satube, et merci pour votre attention. Un tout grand merci à nos intervenants pour la qualité de leur présentation. On sent vraiment tout l'enthousiasme de ces responsables d'établissement autour de ce projet Tube. On espère aussi que ces partages d'expériences inspireront peut-être l'une ou l'autre des pratiques dans l'établissement dans lequel vous travaillez ou que vous travaillerez peut-être. Voilà, donc je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc il nous reste 5 grosses minutes. N'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant.
vous n'avez pas de questions particulières pour nos intervenants. Tout était clair, tout était parfait. Un tout grand merci et bon après-midi à tous.